propre camp. Alors moi je vous le dis, nous ne voulons pas d'une gauche qui joue comme on joue les numéros complémentaires au loto. On ne veut pas d'une gauche qui préfère l'invective à l'union. Cela ne leur suffisait pas d'avoir été brisés en morceaux après 2017, il fallait aussi que ces morceaux se dressent les uns contre les autres aujourd'hui. Alors chers amis, si je suis là, c'est pour vous dire une chose, il est temps de cesser cette petite guerre entre petites boutiques de gauche. Nous n'avons pas le temps pour cela, nous l'avons tous dit ce soir, car il y a urgence, l'urgence d'affronter les problèmes, les vrais, ceux qui inquiètent et concernent les habitants de notre pays. La question qui nous est posée est simple. Comment allons-nous pouvoir offrir à nos enfants et à vous, cette magnifique jeunesse que j'ai devant moi, une vie digne au sein d'une planète habitable et désirable? Et encore plus fort, comment proposer à ceux qui la peupleront autre chose que de se détester pour exister? Comme Camille, moi aussi je suis élue aujourd'hui. Je suis adjointe au maire de Marseille, la deuxième ville de France. Et je suis là pour vous prouver que la victoire est possible. Ce que nous avons fait à Marseille, nous le ferons, nous le devons à la France. Et je suis convaincue que la méthode que nous avons utilisée pour changer le destin d'une ville, nous pouvons la déployer pour changer le destin de notre pays. Et je vais vous le dire, pour réaliser cela, il n'y a qu'une seule option, c'est l'union. L'union, pas comme une fin en soi, mais seulement comme un moyen pour transformer notre pays. Et pour réaliser cette union, nous avons une chance extraordinaire à 70 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Cette chance, c'est la primaire populaire. Parce qu'il y a des mois, des citoyens comme vous et moi se sont rassemblés et ont patiemment fabriqué un chemin, celui de la mise en place d'un vote démocratique et ouvert pour qu'on puisse choisir avant le premier tour un candidat unique pour la gauche et pour l'écologie. Faire ce choix avant le premier tour, soyons clairs, c'est le seul moyen de ne pas nous tromper d'adversaire. Et faire ce choix avant le premier tour, c'est aussi la seule option pour être présent au deuxième, je le pense. Alors ces citoyens, je vous demande de les applaudir. Merci beaucoup à eux. Parce que nous, les électeurs de gauche et de l'écologie, nous voulons le rassemblement. Nous attendons et nous souhaitons que tout soit mis en œuvre pour gagner l'élection présidentielle d'avril prochain. Nous devons être responsables et favoriser le processus le plus démocratique qui soit pour choisir une candidate ou un candidat, le vote. Alors les 467 000 femmes et hommes qui se sont inscrits pour participer à la primaire populaire, c'est le plus important processus de désignation d'une candidate ou d'un candidat de cette élection présidentielle. Plus que la désignation des écologistes, même plus que la désignation des républicains, et sans aucun doute plus que celles et ceux qui ont désigné leur candidat de leur parti en catimini. Alors ces 467 000 citoyennes et citoyens rendent aujourd'hui incontestable la désignation de notre future candidate ou de notre futur candidat de la gauche. Cette primaire donnera toute la légitimité à celui ou celle qui en sortira victorieux. Et parmi les 7 candidats proposés pour ce scrutin, au terme de la procédure d'investiture, 4 seulement ont accepté de jouer les règles du jeu de cette primaire populaire. Alors je leur rends hommage. Et Christiane Taubira en fait partie. Avec son parcours et avec sa stature, elle aurait pu faire comme les autres et prétendre y aller toute seule. Mais elle est celle qui a su faire confiance aux citoyens. Elle ne se place pas au-dessus de nous, citoyens et militants. Elle fait confiance, elle écoute et elle s'engage. Qui d'autre a le courage de faire confiance? Qui d'autre prend aujourd'hui ce risque, de prendre le risque de rendre les choses possibles? Moi, je ne fais partie d'aucun parti, d'aucun réseau corporatiste, d'aucun fan club qui aurait formaté ma pensée. Je viens du monde du faire. Avant, j'organisais des événements comme ceux de ce soir.
Et je me suis engagée en politique pour faire et pas pour faire carrière, pour faire avec les autres et pas pour faire seule. Et je crois que Christiane Taubira est la seule à revendiquer cette volonté de faire ensemble et à en prendre le risque. Pas seulement le risque de se présenter à la primaire populaire, mais aussi le risque de gouverner autrement. Oser risquer, c'est la seule façon de découvrir et d'apprendre. Oser risquer, c'est permettre d'élargir les murs que nous nous imposons. C'est la seule chose à faire et c'est ainsi que nous avançons. Je pense que c'est ainsi que nous créons des choses. C'est comme ça que nous avons des idées. C'est en prenant des risques et en étant un peu différents. Et c'est en étant passionnés. Alors moi, aujourd'hui, je m'adresse à vous qui êtes là à Bordeaux et je m'adresse aussi à ceux qui nous écoutent de plus loin. Allez-vous prendre le risque ? Allez-vous prendre le risque d'y croire ? Le risque de vous mobiliser ? Le risque de pousser les murs pour rendre les choses possibles. Et au final, le risque de changer le monde. Car le risque, c'est exaltant quand on le prend tous ensemble. Le risque, c'est un mouvement, c'est une dynamique. Le risque, c'est le début de la transformation et en fait, c'est donc l'essence même de la politique. Et entre nous, qu'avons-nous à perdre ? À prendre ce risque. Et justement, une femme propose de prendre ce risque. Une femme a choisi de prendre le risque de transformer la résignation en espoir et la colère en joie. Une femme a choisi de prendre le risque de faire en sorte que la gauche existe et combatte et gagne lors de cette élection présidentielle. Cette femme, je vous demande de l'accueillir extrêmement chaleureusement. Cette femme, c'est Christiane Taubira.
Merci, merci pour cet enthousiasme. Merci pour cet accueil chaleureux, amical. Merci vraiment. Merci de me faire autant de bien. Je ne sais... Oui, et je suis tellement bien sur place. Merci aux élus, merci à Camille, Lofty, Olivia, merci pour vos propos. Merci vraiment du fond du cœur à chacune, chacun d'entre vous. Nous avons tellement besoin de ça en ce moment. Il y a des fois où nous avons l'impression que ce qui nous est renvoyé de nous-mêmes est morne, triste, désabusé, un peu blasé, furieux aussi quand même. Il y a de la colère dans le pays. Mais là, cet enthousiasme-là ce soir, ça rappelle qui nous sommes en fait, ça rappelle ce feu qui brûle encore en nous. Et je ne saurais vous dire le plaisir que j'éprouve à être là ce soir, vraiment. Et ça n'est pas une parole de circonstance, c'est profondément l'émotion que j'ai éprouvée en remontant cette allée pas si longue, mais que j'ai pris le temps de remonter parce que je voyais vos visages qui me happaient, vos regards comme ça, qui m'enveloppaient. Et vraiment, ces regards, ces sourires, ces morceaux de phrases, vous m'avez permis de me sentir à la maison. Merci. Je suis extrêmement heureuse d'être là parce que, comme vous, je le perçois, hein, votre Du coup, enthousiasme me paraît un mot tiède et très modéré. La bonne. Donc, comme vous, je suis un animal social, en fait. Nous avons été vraiment en souffrance et ce qui nous a manqué le plus, c'est ça, cette socialité, cette convivialité, le fait d'être ensemble, de se retrouver. Je suis vraiment un animal social comme vous, c'est-à-dire que j'aime vivre des émotions avec les autres. C'est le plaisir, c'est le bonheur que nous procurent les soirées que nous passons, parce que voilà, je sors beaucoup le soir, je l'avoue, je l'ai avoué depuis longtemps, je sors beaucoup le soir, tous les soirs, quand c'est possible. Donc, vous savez, comme la nuit chuchote, vous savez, le charme particulier qui se dégage de la nuit. Donc, vivre des émotions avec les autres, en partageant un film ou une pièce de théâtre, ou une pièce d'opéra, ou un concert de musique, ou un autre art vivant, ou une promenade même dans un musée, partager cette émotion avec des personnes qu'on ne connaît pas, c'est un bonheur intense. C'est vraiment une source de bonheur absolument irremplaçable. Et nous avons été privés de ces bonheurs-là. Donc nous retrouver ce soir, c'est renouer avec cette socialité qui est une socialité d'émotions. Évidemment, j'ai cité tous ces moments d'émotions partagées, mais les rencontres politiques, les meetings comme on dit, mais en tout cas les rencontres politiques, ont cette force particulière de dégager une émotion, mais une émotion de faire ensemble. Pas seulement de vivre un moment ensemble, de partager un moment, mais de faire ensemble. J'aurais 1000 choses à vous dire. Déjà sur la journée que j'ai passée ici et le temps que j'ai consacré à rencontrer des femmes exceptionnelles qui président, dirigent, animent une association, la PAFED, avec autour d'elle, à l'intérieur d'ailleurs, plusieurs métiers et autour d'elle, toute une constellation de partenaires, d'intervenantes, recouvrant en fait tout l'arc des besoins pour prendre en charge, accompagner, aider, soutenir les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Et ce drame qui nous concerne toutes, tous, parce qu'il est social, parce qu'il met en difficulté des femmes toutes vulnérables, quelles que soient leurs conditions économiques, matérielles, sociales, professionnelles, elles sont vulnérables en tant que femmes. Non pas
essentiellement en tant que femmes, ce n'est pas leur sens, leur essence d'être vulnérables, mais c'est l'organisation de la société, les schémas, les modèles, les références, les clichés qui font qu'elles sont perçues comme étant vulnérables. En tout cas, lorsqu'elles sont confrontées aux violences sexistes et sexuelles, elles sont incontestablement, objectivement vulnérables. Et ces femmes qui interviennent, ces femmes très très majoritairement, mais des hommes les accompagnent aussi, ces femmes qui interviennent sont en fait nos vigies dans la société. En plus de réparer ou plus d'aider, elles sont nos vigies dans la société et nous leur devons beaucoup. Je les ai rencontrées donc aujourd'hui, comme j'avais rencontré il y a une douzaine de jours à peu près, des femmes qui se battent aussi, c'était à Nantes. Elles interviennent davantage sur un public de femmes très exposées et qu'on ne voit pas toujours, les 18-25 ans. Et celles d'ici, la PAFED, elles interviennent sur ces femmes, mais elles ont une attention très particulière sur les enfants, puisque enfin, les enfants sont reconnus comme des victimes à part entière et que l'intervention qui avait lieu déjà et qui tenait compte déjà des enfants, puisque sous le quinquennat Hollande, par exemple, nous avons augmenté de façon significative la capacité d'hébergement pour les familles, parce que nous avons bien constaté que parfois les femmes restaient à domicile, évidemment parce qu'elles n'avaient pas d'autonomie économique, souvent, mais aussi parce qu'il n'y avait pas de réponse pour elles avec leurs enfants et qu'elles n'envisageaient pas de quitter leurs enfants. Il fallait donc construire ces réponses et ces réponses doivent continuer à augmenter de façon à ce qu'il y ait une vraie capacité d'accueil chaque fois qu'il y a un besoin. Je pourrais vous parler aussi de ma journée d'hier. J'étais à Briançon hier. C'est un petit peu loin d'ici, moins loin que Cayenne, mais c'est un petit peu loin d'ici. J'étais à Briançon sur la question de l'hospitalité, de l'accueil, de l'asile, pour saluer ces femmes et ces hommes qui nous font honneur déjà couramment, naturellement, même si nous oublions souvent de leur dire merci, mais qui nous font honneur particulièrement en ce moment, particulièrement contre ces paroles de haine, d'exclusion, ces paroles de détestation, ces paroles d'imbécilité et de violence qui sont proférées et qui ont l'air d'être proférées en notre nom. Il est donc important que nous disions très clairement, à voix haute, que ça n'est pas en notre nom, que nous ne sommes pas porteurs de haine, nous ne sommes pas porteuses et porteurs de haine, que la force et la beauté de la France, c'est d'être une société plurielle, parce que le peuple français est composé de toutes les traces de l'histoire française, y compris de l'histoire coloniale de la France. L'histoire coloniale est une histoire dialectique. La violence coloniale a produit, parce que les hommes sont ce qu'ils sont, parce que les femmes sont ce qu'elles sont, a produit de la résistance, a produit une nouvelle vision du monde, a produit une exigence sur les valeurs et sur le caractère substantiel des valeurs. Elles ne sont pas théoriques, elles ne sont pas conceptuelles, elles prennent corps, elles prennent chair dans notre vie quotidienne. Et c'est ce qui fait que nous sommes conscientes et conscients de ce qu'est notre histoire. Et que cette histoire, nous l'assumons, nous la portons. Nous ne renions rien de cette histoire. Nous ne dissimulons rien de cette histoire. Au contraire, nous l'interrogeons, nous la creusons pour nous comprendre aujourd'hui et pour nous élever sans cesse. Parce que ce qui compte, c'est de savoir qu'à tous les moments de l'histoire collective, il y a eu des femmes, des hommes, pour représenter l'exigence de justice, pour dire ce qu'est la fraternité, pour risquer leur liberté, risquer leur vie pour la fraternité. Donc aujourd'hui encore, nous savons ce qu'est la fraternité.
Et nous savons qu'elle n'est pas simple. Nous saluons avec d'autant plus de respect les femmes et les hommes qui parfois ont juste un petit geste, une aumône, un sourire, un accueil, un hébergement provisoire, le courage de se redresser et de dire « Au nom de notre humanité commune, je tends la main. Au nom de notre humanité commune, je donne un sourire. Au nom de notre humanité commune, je prends des risques. » Et c'est cela que nous sommes. Et c'est cela qui nous rend fiers. Tous ces déplacements me donnent une vigueur, une énergie que vous ne pouvez imaginer. Je viens jusqu'à vous, je vous rencontre, je passe des heures avec vous, je vous picore, je butine, je vous aspire, je vous respire. Et pour vous représenter, parce qu'il nous faut agir sur notre destin commun. C'est le temps d'un quinquennat finissant, c'est aussi le moment de l'inventaire. Et cet inventaire sur un certain nombre de sujets majeurs et malheureusement désastreux et dévastateur. Il n'est pas totalement négatif, il ne fut pas totalement nuisible, mais il nous blessa. Il nous blessa dans des choses essentielles pour nous. Nous pourrions décliner la liste des grands échecs. Je vais en retenir quelques-uns. L'échec sur le logement. Alors que nous savons à quel point le logement est une condition de vie sociale, de vie familiale, d'autonomie individuelle. Au début du quinquennat, nous avons entendu et nous avons applaudi, nous avons entendu qu'au terme du quinquennat, plus personne ne dormirait dans la rue. Non seulement il reste encore des milliers de personnes dans la rue, mais les besoins en logement sont de plus en plus tendus. Et alors que le gouvernement avait annoncé la construction de plus de 230 000 logements en 2 ans, il en a construit 95 000 l'an dernier. Très en deçà des besoins, mais surtout très en deçà du rythme annuel des années précédentes. Cet échec est là, et il fragilise des millions de Françaises et de Français. Ils mettent en péril la cohésion de familles entières. Et surtout, ils neutralisent les capacités pour des millions de nos concitoyennes et de concitoyens à organiser leur vie, à anticiper leur vie, à participer à une vie sociale, à faire des choix professionnels. Cette insuffisance de logement pénalise considérablement l'aptitude que chacun d'entre nous peut avoir lorsqu'il est en demande de logement à planifier sa vie, à projeter et donc tout bêtement à rêver pour ses enfants. Et c'est une amputation insupportable. Insupportable. Nous pourrions passer la soirée sur l'échec en matière d'éducation, la maltraitance des enseignantes et des enseignants, le mépris réservé aux parents et les risques pris sur nos enfants. Ce quinquennat a commencé en abandonnant un dispositif du précédent sur plus de maîtres que de classes, a poursuivi un autre dispositif sur le dédoublement des classes, mais puisqu'il a fait à moyens constants, ça n'a concerné que les classes préparatoires et l'engorgement est arrivé aussitôt après. Et les autres dispositions et le discours du ministre de l'Éducation nationale
révèle une vision extrêmement conservatrice et inégalitariste de l'école, alors que c'est l'école qui nous garantit la promesse républicaine. C'est par l'école que nos enfants peuvent se rencontrer, doivent se rencontrer. C'est à l'école qu'on articule les expériences familiales, territoriales, sociales, culturelles. C'est à travers l'école que s'effectue l'enrichissement de la grande diversité de notre condition de peuple. C'est à l'école que les enfants peuvent apprendre à se connaître, apprendre à se faire confiance, construire ensemble, grandir ensemble et donc bâtir notre avenir ensemble. Nous n'allons donc pas transiger sur cette promesse républicaine. Nous serons exigeants et nous allons réparer les dégâts considérables d'un ministre de l'Éducation nationale dont nous ne partageons pas la vision idéologique et doctrinale sur l'éducation. Sur la santé, malheureusement, sur la santé également, les effets sont délétères. On se souvient de la manifestation des personnels de santé un an avant la pandémie. On se souvient du mépris hautain qui leur a été réservé comme réponse. On se souvient aussi des éloges officiels et de l'abandon aussitôt après de ces personnels avec leurs difficultés, leur rémunération sous-estimée, sous-évaluée, le traitement manquant d'estime vis-à-vis d'elles, vis-à-vis d'eux, se payer de mots, mais ne pas garantir à celles et ceux qui prennent soin de nous les conditions d'une vie décente. Nous allons réparer aussi, en nous excusant auprès de nos soignantes et de nos soignants, parce que nous nous portons solidaires de la maltraitance qui leur a été réservée, même si nous la contestons, même si nous ne la signons pas, nous nous portons solidaires, parce que nous aurions dû être capables de faire en sorte que les décisions en matière de politique publique soient différentes. Et c'est pour cela que nous ne devons pas échouer à la prochaine échéance. Nous n'avons pas le droit de prendre le risque que ces professions, les soignantes et soignants, les enseignantes et enseignants, mais aussi les ouvrières et les ouvriers, les fonctionnaires qui sont constamment le prétexte à insultes, à suspicion de paresse. Nous n'avons pas le droit de permettre que 5 ans de plus, ces personnes qui tiennent la société soient maltraitées. Ce serait une faute grave. Et personnellement, malgré tout ce que j'essaie en ce moment, malgré les risques que je prends, que j'accepte, malgré tout cela, j'en serais malheureuse et surtout, j'en aurais honte. Nous n'avons pas le droit de permettre 5 ans de plus. Il y a d'autres domaines dans lesquels nous aurions pu attendre sur ce quinquennat, compte tenu de l'urgence et compte tenu du caractère majeur et structurant de ces domaines. Nous aurions pu attendre d'une présidence qui s'affichait comme étant moderne, des réponses à la hauteur des défis, sur le bouleversement climatique, sur l'effondrement de la biodiversité, sur les injustices sociales. Et tout cela aurait pu être perçu à la fois avec une conscience de l'urgence, mais aussi avec
une intelligence des opportunités, parce que tout cela se traite aussi à l'échelle mondiale. Et la France est tellement armée à l'échelle mondiale. Évidemment, la place qu'elle occupe, le rôle qu'elle joue au sein de l'Organisation des Nations Unies. Évidemment, cette place éminente comme membre permanent du Conseil de sécurité, mais aussi compte tenu du fait que la France est le pays leader du programme spatial européen, le programme le plus réussi. Et sur l'observation de la Terre, sur l'observation de l'univers, ce programme spatial nous a apporté des informations depuis au moins une vingtaine d'années qui nous permet de connaître l'état de la planète. Et cela nous donne un poids particulier pour être locomotive, puisque nous sommes un pays ambitieux, puisque une des marques de notre identité collective, c'est de prétendre éclairer le monde. Mais faisons-le. Faisons-le sans mépriser personne, sans nous croire supérieurs à personne, mais en nous campant sur l'histoire pour dire que ce que les générations ont construit à travers le temps, ça nous donne une obligation qui fait que nous partageons, nous scrutons, nous définissons ensemble et nous nous élançons avec enthousiasme. Et que s'est-il passé sur ces sujets? Un échec général. Un échec général. Au lieu de politique de transition sérieuse, pensée, construite, efficace, le glyphosate toujours autorisé. Même si dans l'urine de la majorité des Français, on trouve des traces de glyphosate, mais le glyphosate reste autorisé. Le grand échec de ce quinquennat, oui, d'avoir perdu 5 ans sur ces enjeux, mais aussi c'est un grand échec sur la démocratie. Là aussi, nous attendions une grande modernité. Je ne raconterai pas à quoi nous avons eu droit, puisque ce fut sous nos yeux à tous. Mais l'échec démocratique est lourd. Évidemment, nous avons en tête la Convention citoyenne pour le climat, exercice démocratique admirable. Des citoyennes, des citoyens tirés au sort, adossés à un savoir scientifique apporté par des spécialistes, des experts, des praticiens, qui ont effectué un travail remarquable et qui l'ont fait en toute confiance, en toute liberté, parce qu'elles et ils avaient reçu l'assurance que leurs conclusions seraient transmises sans filtre au Parlement. Que s'est-il passé? Un déni de la parole publique. Un déni de la parole publique. Échec démocratique s'il en est. Parce que ce déni de la parole publique, il discrédite l'expérience démocratique. Il invalide l'expérience démocratique. Il rend insignifiante cette expérience démocratique. Et comment pouvons-nous, nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, accepter que cette intelligence disséminée dans la société, lorsqu'elle consent à arrêter sa vie quotidienne, sa routine, pour venir penser ensemble avec exigence, écrire ensemble, proposer ensemble, et se voir souverainement refuser le respect d'une parole qui avait été publiquement donnée, il y a là les germes pour une désespérance. Nous allons réhabiliter la parole publique et le processus démocratique. Et si nous disons que nous transmettons sans filtre au Parlement, nous transmettrons sans filtre au Parlement. Parce que nous établissons une relation de confiance
avec les représentantes et les représentants du peuple au Parlement et avec les citoyennes et les citoyens directement, une relation de confiance. Il y eut après le mouvement des Gilets jaunes, mouvement composite, disparate, parce que nous sommes différents, nous sommes singulières, singuliers, donc ce que nous faisons ensemble nous ressemble. Il y eut du meilleur et du pire dans ce mouvement. Le pire, marginal, justifie-t-il qu'on écrase le meilleur? La promesse avait été donnée de la publication des cahiers de doléances. Les citoyennes et les citoyens ont joué le jeu. Comme avant la Révolution, elles ont dit, elles ont écrit, ils ont dit, ils ont écrit, avec sincérité, avec force, avec des mots simples parfois, avec des mots sophistiqués parfois, avec des mots un peu vagues, avec des mots précis. Elles y ont cru, ils y ont cru. La publication des cahiers de doléances avait été promise aussi. Elle n'eut pas lieu. Encore discrédit de la parole publique, encore discrédit d'un processus démocratique. C'est insupportable dans une démocratie moderne. Et nous sommes une démocratie moderne. Parce que nous sommes instruits, parce que nous nous informons, parce que nous discutons, parce que nous acceptons le débat, la controverse. Nous sommes une démocratie moderne. Pierre Mendès France disait que la démocratie, ça n'est pas seulement l'affaire des élections ou d'un gouvernement par la majorité. La démocratie, c'est un type de vertu, de scrupules, de mœurs, de sens civique, de respect de l'adversaire, c'est un code moral. La démocratie, c'est le règne du droit et c'est aussi un code moral. Nous sommes une démocratie moderne et nous entendons fonctionner comme une démocratie moderne. Vous ne serez donc pas surprises ni surpris qu'ici en Gironde, je vous parle de la conception des pouvoirs telle que l'a énoncé Montesquieu. Je pique dans le patrimoine de la région. C'est dire très concrètement la contribution de chaque partie du territoire à ce que nous sommes aujourd'hui. Montesquieu expliquait l'importance de la séparation des pouvoirs avec cette phrase extrêmement précise, concise, affûtée, effilée. Il faut que, par l'organisation des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et cela ne peut se faire que par l'organisation des choses, pas par la volonté d'un monarque contemporain, mais par l'organisation des choses. Par l'organisation des choses, il faut donc que le pouvoir législatif redevienne un pouvoir. Il ne faut pas que lorsque l'Assemblée nationale a rejeté des dispositions d'un projet de loi gouvernemental, que 2 jours après, une manifestation à ses portes conduise les parlementaires à adopter en 10 minutes dans l'après-midi des dispositions qu'ils avaient rejetées 2 jours plus tôt. C'est une entaille à notre démocratie. Nous voulons que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est la condition de la protection de nos droits et de nos libertés. Nous devons être exigeants sur la réhabilitation du Parlement. Et nous allons y veiller. Et nous allons veiller d'ailleurs à ce que le Parlement nous représente.
c'est-à-dire à ce que le Parlement nous ressemble sociologiquement, que celles et ceux qui étudient les lois et les adoptent soient sensibles à tous les sujets de la société, parce que c'est bien la représentativité qui ouvre des espaces pour que les différents sujets de la société remontent au niveau des institutions et soient traités au sein des institutions. Quelques mécanismes simples permettront que des jeunes soient représentés au sein du Parlement. Que des ouvrières et des ouvriers soient représentés au sein du Parlement. Que tous les métiers, que toutes les expériences professionnelles et sociales soient représentées au sein du Parlement. C'est ce qui permettra que les sujets importants soient traités et qu'ils soient traités avec clairvoyance et justice. Nous allons donc moderniser notre Parlement. Nous allons faire en sorte que notre République soit, comme le disait aussi Montesquieu, la République dépend de la vertu politique des citoyens. C'est la vertu politique du peuple qui fait la qualité de la République, à condition d'ouvrir les espaces pour l'expression du peuple. Et ces espaces, c'est le Parlement, mais c'est aussi ces espaces démocratiques que nous devons permettre, que nous devons réhabiliter après le discrédit de ce quinquennat, ces espaces démocratiques qui permettront que les sujets importants, les sujets qui concernent les citoyennes et les citoyens, en quelque part du territoire auquel ils vivent, que ces sujets remontent lorsqu'il y a besoin de règles sur ces sujets, lorsqu'il y a besoin d'éclairer des politiques publiques sur ces sujets. C'est à cette condition que nous pourrons avoir une République qui repose sur la vertu politique des citoyennes et des citoyens et que nous allons respecter une disposition de notre Constitution, puisque vous savez que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, il y a cet article 16 qui dit que toute société où la garantie des droits n'est pas assurée et la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. N'a point de constitution. Nous allons donc revigorer nos institutions. Elles doivent cesser de favoriser la verticalité hautaine. Les personnes peuvent être sympathiques, elles peuvent être attachantes, mais un grand pays moderne, dans un monde où les défis qui s'imposent à nous sont ceux qu'ils sont, complexes, urgents, brutaux parfois, une seule intelligence ne peut y suffire. Aussi brillante soit-elle, aussi immense soit-elle, une seule intelligence ne peut y suffire. Nous allons donc travailler ensemble, et ce que la Convention citoyenne pour le climat, ainsi que les Gilets jaunes et le grand débat, qui fut plutôt un one-man show, très sympathique, il faut dire. Les images étaient belles, la performance physique aussi d'ailleurs, mais assez peu démocratique, pour parler clair. Mais ce que nous en avons retenu, c'est que vraiment, il y a une intelligence disséminée dans ce pays et que lorsque cette intelligence se met ensemble, de façon aléatoire, c'est-à-dire en prenant partout, tous les âges, toutes les expériences, tous les profils, toutes les consciences, le résultat est juste fabuleux. Et pourquoi nous devrions nous en priver ? Pourquoi devrions-nous nous éprouver? C'est en réhabilitant ces exercices démocratiques que nous permettrons que les questions qui sont posées par l'organisation de nos services publics, essentiels sur la totalité du territoire,
les questions qui sont posées par l'égalité de nous toutes, nous tous, sur l'ensemble du territoire, que les questions qui sont posées sur notre conception de l'éducation, de la transmission du savoir, des connaissances, mais de l'épanouissement, du développement de l'esprit critique et surtout de l'attention à chacune, à chacun, chacun de nos enfants pour lui donner toutes ses chances selon ses talents, selon ses mérites, selon son courage, selon sa volonté, selon ses efforts, en l'accompagnant, parce que c'est la condition de notre épanouissement collectif. C'est en le faisant ensemble que nous réussirons. Et je vous assure que nous allons réussir. Nous allons réussir parce que toutes et tous ici, nous acceptons le risque de l'irruption démocratique. Nous acceptons le risque que des citoyennes et des citoyens prennent des initiatives et nous disent « Voilà, nous nous invitons à la table de la réflexion et de la décision. Et nous allons participer au choix qui nous engage toutes et tous. » C'est ce que fait la primaire populaire. Et nous acceptons le risque de la primaire populaire. Parce que la démocratie, c'est en effet le risque de l'incertitude, c'est le risque de l'imprévisibilité, c'est le risque du mécontentement, c'est le risque de la subjectivité, mais c'est le risque pris ensemble. Et si, quelle énergie! Rien ne vous arrêtera, rien ne vous arrêtera. Et s'il y a un tel mécontentement et un tel discrédit jeté sur la primaire populaire, que les chicanes sont mises en avant, que le moindre détail technique est amplifié, il est possible qu'il y ait des imperfections. Il est même probable qu'il y ait des imperfections. J'en connais même quelques-unes dans des institutions bien installées. Je connais quelques imperfections chez des personnes bien établies. Donc oui, il est possible qu'il y ait quelques imperfections. Et alors? Acceptons-en l'augure. Mais si le processus est aussi décrié, c'est parce qu'il fait peur. Et c'est normal, le peuple fait peur. Le peuple fait peur parce qu'il est impatient d'avoir tant attendu, tant tardé, tant espéré. Parce qu'il en a assez d'être tenu à l'écart, d'être traité de haut, d'être méprisé, d'être ignoré, d'être snobé. Il en a assez, nous en avons assez. Donc lorsqu'elle s'invite, on établit les règles. Tant que les règles respectent la démocratie, ce sont les règles du dispositif. En tout cas, pour ma part, je m'y contrains sans effort. J'en accepterai le verdict dimanche. Et d'une façon ou d'une autre, il devrait nous permettre de continuer à batailler dans cette campagne. Parce que nous allons le faire. Les enjeux sont trop importants. Nous allons batailler. D'une façon ou d'une autre, nous allons batailler dans cette campagne. Nous ne pouvons pas nous résoudre à la défaite. Nous ne pouvons pas nous résoudre à l'injustice qui frappe des millions de Françaises et de Français. Nous ne comptons pas nous accommoder de toutes ces inégalités, de toutes ces injustices, de toutes ces exclusions, de toutes ces marginalisations, de toutes ces discriminations, de toutes ces poches de désespoir qui s'installent par-ci, par-là. Nous n'avons pas l'intention de nous en accommoder. Donc nous allons nous battre.
Nous allons nous battre. Parce que notre destin nous appartient. C'est nous qui le faisons. Nous ne le subissons pas. C'est nous qui le faisons. Alors nous allons le faire ensemble. Et nous allons le faire en joie. Et je vous le dis, moi je veux être la candidate des femmes et des hommes de ce pays qui aiment se battre, et qui veulent se battre. Je veux être la candidate de celles et de ceux à qui on dit qu'ils ne sont rien. Je veux être la candidate de ceux qui galèrent pour s'offrir un costume. Je veux être la candidate de celles et de ceux qui traversent la rue et qui ne trouvent rien. Je veux être aussi la candidate de ces femmes qui nettoient les cabines des ferries d'Ouistreham. Je veux être la candidate de ces femmes qui, discrètement, avec amour, avec attention, prennent soin de nos vieux parents dans les EHPAD. De ces femmes qui sont tôt levées le matin, tard couchées le soir, pour un salaire inférieur au minimum. Je veux être la candidate de ces hommes, souvent, de ces femmes parfois, qui conduisent des VTC pour des salaires qui ne leur permettent pas de vivre décemment. De ces jeunes qui zigzaguent sur leur vélo au risque de leur vie et de notre sécurité parfois pour livrer à temps dans des délais insupportables. Je veux être la candidate de celles et ceux qui travaillent la terre avec amour, avec douceur, pour lui extraire de quoi nous nourrir sainement. Je veux être la candidate de ces ouvrières, de ces ouvriers qui vont encore à l'usine, qui craignent parfois, pendant des semaines, des mois, la mauvaise nouvelle d'une fermeture, d'une délocalisation, et qui ne rêvent même plus d'un meilleur sort pour leurs enfants. Je veux être la candidate de ces habitantes, de ces habitants, partout sur le territoire, qui vivent, résident dans des immeubles, parfois décrépits, parfois moyennement entretenus, parfois juste neutres et ternes, mais qui font vivre ces lieux, qui apportent de la chaleur dans ces lieux, qui mettent de la vie sociale, conviviale, solidaire dans ces lieux. Je veux être la candidate de ces habitants de petites maisons coquettes, entretenues avec amour et peu de moyens. La candidate aussi de celles et ceux qui n'ont pas de problème matériel, mais qui ne sont pas indifférents, qui n'acceptent pas de vivre dans une société d'égoïsme, de repli, de détestation, de haine, d'exclusion. Nous aimons la vie, nous aimons la joie, nous aimons les autres. Et c'est pour ça que nous montrons notre ferme volonté. Nous avons du vouloir et du vouloir pour accéder au pouvoir. Parce que nous voulons agir, nous voulons pouvoir agir. Alors évidemment, nous troublons. Évidemment, nous troublons. René Char disait que celui qui vient pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Alors nous, face aux violences, face aux désordres, face aux injustices, face aux intolérances, nous disons que nous allons nous battre, nous allons continuer à nous battre.
Nous allons troubler. Nous allons troubler. Oui, troublons ensemble. Troubons ensemble. Et nous allons mériter des égards et de la patience. Nous allons mériter des égards et de la patience. Merci.